Salut le jeune! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir un monument de la chanson française. La chanson Les Portes du Pénitencier de Johnny Hallyday. Allez, c'est parti. Attendez. Le jeune m'a dit quelque chose dans mon oreillette. Il me dit qu'il ne connaît pas Johnny Hallyday? Oh non! Mais le jeune, c'est pas possible! Alors tu sais ce que tu vas faire, le jeune? Tu me débranches le téléphone, tu vas ouvrir les fenêtres et tu vas aller observer dehors ce qui se passe. Il y a tout un monde à découvrir. Allez, en attendant de parfaire ta culture musicale, on va faire des SES. Aujourd'hui au programme, on va parler chapitre de sociologie sciences politiques de la classe de terminale qui s'appelle Comment expliquer l'engagement politique dans nos sociétés démocratiques. Quelques éléments de rappel tout d'abord de cette vidéo. Cette vidéo elle va être centrée en 3 temps. Tout d'abord, je vais rappeler pourquoi les mécanismes sont si importants. Ensuite, on va voir très rapidement quelques mécanismes et ensuite, on va s'attarder sur 3 sujets de bac. Tout d'abord, nous avons repéré un certain nombre de mécanismes qui étaient pertinents pour ce chapitre. On en a repéré 10. Premier, le paradoxe d'Olson. Deuxième, incitation sélective. Troisième, rétribution symbolique. Quatrième, structure des opportunités politiques. Cinquième, genre et engagement politique. Sixième, diplôme et engagement politique. Septième, âge, génération et engagement politique. Huitième, transformation des enjeux. Neuvième, transformation des acteurs. Dixième, transformation des répertoires d'action. Je te rappelle, le jeune, sous cette vidéo, tu peux trouver l'ensemble de ces mécanismes détaillés et présentés dans un fichier PDF. Allez, c'est parti. Un petit rappel rapide. Pourquoi les mécanismes, c'est si important? J'insiste et j'insisterai encore là-dessus. Les mécanismes, c'est la clé de ton argumentation. C'est là où tu peux faire des points, c'est-à-dire un maximum de points dans ta copie. Donc, on en a besoin sur toutes nos épreuves de bac. En EC1, on en a besoin. En EC2, dans la deuxième question de l'EC2, on en a besoin. En EC3, on en a besoin. En dissert, on en a besoin. Dit autrement, on en a besoin partout. Les mécanismes sont des éléments qu'il faut connaître par cœur. C'est pas on connaît un bout du mécanisme, le début ou la fin. Il faut connaître l'intégralité des mécanismes. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter plus particulièrement sur 5 mécanismes dans ce chapitre. Premier mécanisme, un mécanisme très important puisque après, dans un certain nombre de sujets, on va l'articuler à différentes réflexions. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective. C'était une réflexion qu'avait soulevée Mancure-Olson, donc comme quoi il y aurait un paradoxe de l'action collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans une perspective d'un acteur qu'on dit rationnel, dit autrement un homo economicus, celui qui avant toute prise de décision fait un calcul coût-avantage. Donc si on fait ce calcul coût-avantage, en fait, il n'y a pas d'intérêt à s'engager politiquement. En fait, il y a même un intérêt à se comporter ce qu'on appelle en passager clandestin. Passager clandestin, c'est celui qui profite de quelque chose sans en avoir assumé les coûts. Typiquement, celui qui monte dans le tramway sans payer son ticket. Donc, pourquoi intérêt à se comporter en passager clandestin? Parce que les coûts d'une mobilisation sont généralement supérieurs aux avantages. Les coûts d'une mobilisation, c'est par exemple si vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Cette journée de salaire en moins, c'est un coût de la mobilisation. En l'occurrence, si vous ne faites pas grève, mais que vos camarades se mobilisent, donc les coûts de la mobilisation sont inférieurs aux avantages. Donc, dans ce cas-là, pour lui, pour Mancure-Olson, coût de la mobilisation supérieur aux avantages. Donc, en fait, d'après lui, si on suit cette logique, il n'y a pas intérêt à se mobiliser de façon collective. Et donc, ça mène une absence de mobilisation. En l'occurrence, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une multitude de mobilisations, de mouvements sociaux, etc. Donc, ce que les sociologues ont cherché à comprendre, c'est comment est-ce qu'on va expliquer cet engagement politique. Alors, on va voir d'abord un deuxième mécanisme qu'on appelle le mécanisme des incitations sélectives et de l'engagement politique. Qu'est-ce qu'on appelle les incitations sélectives? Ce sont des incitations notamment monétaires et financières pour pousser l'individu à se mobiliser. Alors, on peut
l'objectif étant de baisser, notamment par rapport à ce fameux calcul coût-avantage, baisser le coût de l'engagement et donc pousser à plus d'engagement politique. Je vous donne deux exemples réels. Donc le premier exemple, le syndicat CFDT en France met en place ce qu'on appelle une caisse de grève, c'est-à-dire que tout individu gréviste peut se voir rembourser une partie de son salaire perdu lors d'une grève, l'objectif étant de diminuer le coût de l'engagement. Dans certaines mobilisations, on avait observé en Suède, par exemple, que les syndicats, pour pousser les individus à la mobilisation, rémunéraient à hauteur de 130% les grévistes. Dit autrement, si vous faisiez grève, vous étiez mieux payé que si vous ne faisiez pas grève. Voilà, des exemples d'incitation sélective. On change de registre et on regarde ce qu'on appelle le genre et l'engagement politique. Le genre et l'engagement politique, c'est quoi? C'est de montrer que, en fait, les femmes, elles s'engagent moins en politique. Pourquoi? On peut avancer principalement deux explications. On constate encore aujourd'hui, ça s'observe notamment à travers ce qu'on appelle des enquêtes emploi du temps de l'INSEE, que les femmes, elles ont moins de temps, moins de disponibilité temporelle. Si on additionne le temps de travail et ce qu'on appelle le temps domestique, il ne reste plus que le temps libre, le temps de loisir, entre guillemets. En fait, ce temps est plus réduit pour les femmes que pour les hommes. Ajoutez à ça une socialisation différentielle des femmes, enfin une socialisation différentielle homme-femme, mais qui fait que pendant leur enfance notamment, donc les femmes, on a peu valorisé chez elles certaines dispositions qui peuvent être utiles en politique. Par exemple, la combativité ou encore l'ambition. Voilà, deux dispositions très utiles dans le champ politique. En l'occurrence, on a moins cultivé ces dispositions chez les jeunes femmes, et donc de façon mécanique, on constate aussi un moindre engagement politique des femmes. On change de registre aussi, donc avec plutôt la dernière partie du chapitre sur les transformations de l'action collective, notamment la transformation des objets. En fait, ce qui est important à comprendre, transformation des objets ou transformation des enjeux, comme on dit, c'est-à-dire que on a eu un glissement, notamment au niveau des revendications faites dans les mobilisations, dans les mouvements sociaux. On est passé en gros sur, on va dire, depuis 1848 à peu près, puis tout au long du XXe siècle, on était sur un modèle de conflit du travail avec des revendications qu'on appelle matérialistes, c'est-à-dire liées à des conditions financières, amélioration des conditions financières et des conditions matérielles d'existence, augmentation du salaire notamment. Ce qu'on a observé à partir des années 60-70, c'est la naissance des nouveaux mouvements sociaux, appelés aussi les NMS, dont les revendications sont post-matérialistes, c'est-à-dire des revendications qui vont au-delà de questions purement matérielles d'existence. Donc c'est par exemple les revendications sur l'égalité homme-femme, les revendications sur l'environnement notamment. Et on a observé au tournant des années 2000, dans certains nouveaux mouvements sociaux, ce qu'on va appeler les luttes minoritaires, qui sont toujours marquées par des revendications post-matérialistes. Le principe de ces luttes minoritaires, ce sont des mouvements sociaux qui émanent de groupes qui subissent des formes de discrimination. On peut penser notamment à la population noire aux États-Unis ou encore les LGBT en France. Donc on peut parler de lutte minoritaire. Par exemple, voilà, pour des populations racisées, qui se mobilisent. On peut penser au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Donc ça incarne ce qu'on appelle des luttes minoritaires. Ce qui est très important, c'est cet élément-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas un remplacement total de l'un par l'autre, c'est plutôt un glissement avec une juxtaposition, c'est-à-dire si vous pensez aujourd'hui, on a à la fois des luttes minoritaires et à la fois des conflits du travail. Par exemple, si on pense aux mobilisations contre la réforme des retraites de 2023, en fait, ça incarne bien un conflit du travail. Donc, c'est-à-dire, ce qui est très important, voilà, les conflits du travail n'ont pas disparu. Il y a aujourd'hui une juxtaposition des formes, des objets de l'action collective. Dernier mécanisme qui va nous intéresser par rapport à l'évolution des acteurs. En fait, il y a une évolution
donc des enjeux, des acteurs et des répertoires d'action. Ce qui est important, c'est que tous ces éléments sont liés de façon très proche, puisque tout est concomitant. Donc en fait, on constatait, on va dire, pour simplifier, de 1848 et tout au long du XXe siècle, à l'omniprésence de deux acteurs dans les mobilisations, c'est les partis politiques et les syndicats, avec un certain répertoire d'action associé, c'est-à-dire quelle forme vont prendre les mobilisations. Les grands classiques, on va dire que le triptyque originel est très classique, c'est grève, occupation d'usines notamment, et manifestation. Le principe est le suivant, il y a une volonté de rassembler le plus grand nombre. Donc ces acteurs vont progressivement pas disparaître, mais on va voir apparaître de nouveaux types d'acteurs, notamment à partir des années 60-70, donc des associations, des ONG, des collectifs, qui vont avoir des nouveaux répertoires d'action plus spectaculaires, plus médiatiques, l'idée de happening, l'idée de marquer l'opinion, c'est pas l'objectif, mais ici, l'idée n'est pas de vouloir rassembler le plus grand nombre, mais plutôt de vouloir faire le plus gros buzz, entre guillemets, marquer le plus possible les médias et l'opinion, pour qu'on entende, qu'on fasse parler de la question. Donc tout ça, on constate une moindre institutionnalisation et des acteurs plus éphémères, c'est-à-dire certains acteurs vont apparaître à un moment et puis se mettre davantage en retrait, alors que le principe avec les partis politiques et les syndicats, c'était une forme de permanence dans le temps. Maintenant qu'on a vu ces mécanismes, on va s'arrêter sur deux sujets en particulier. Donc un sujet de ces trois, à l'aide de vos documents et de vos connaissances, vous montrerez que l'action collective s'est transformée en France depuis les années 70. Donc là, c'est un sujet de ces trois qui nous interroge sur les transformations, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos transformations. Donc là, en fait, puisqu'on a appris nos mécanismes, là, c'est vraiment la phase. En fait, cette partie de réflexion au brouillon, c'est une phase d'assemblage. C'est-à-dire, vous avez tous vos mécanismes dans la tête, et en fait, après, on construit un peu à la manière d'une maison avec des briques, un peu comme des briques de Lego qu'on assemblerait, etc. Donc, en l'occurrence, on a réfléchi à trois éléments sur les transformations. Transformation des enjeux, ça c'est un mécanisme qui est en lien, transformation des acteurs et transformation des répertoires d'action. Et ben, vous voyez... là, on a trois beaux mécanismes qui peuvent faire trois beaux paragraphes à vie. Et ben voilà, c'est bouclé pour cette C3. Donc ensuite, on a un sujet de disserte classique qui peut prendre des formes assez différentes, qui s'intitule « L'engagement politique dépend-il seulement des variables sociodémographiques ?» Donc c'est une formulation de sujet de dissertation qu'on va appeler sujet de débat. Le principe est donc... Est-ce que cet engagement politique, il ne dépend que des variables sociodémographiques? Donc en l'occurrence, on voit déjà apparaître un plan de réponse, puisqu'il s'agit d'un sujet débat, ça va être un plan de réponse oui-non, ou oui-mais, ou non-mais. Donc là, on dit, l'engagement politique, il dépend-il seulement que des variables sociodémographiques? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de rapatrier tous les éléments, tout ce qu'on appelle les variables sociodémographiques. La question du genre est une variable, la question du diplôme est une variable, la question de l'âge et de la génération est une variable. Et vous voyez, là on a notre première partie qui se dessine, c'est-à-dire, si je reprends les mots du sujet, l'engagement politique, il est influencé notamment par les variables sociodémographiques. Ça me fait ma première partie. Ensuite, deuxième partie, je vais nuancer. Néanmoins, l'engagement politique dépend d'autres éléments. Et en fait, on va chercher les autres éléments dont on a besoin qui sont explicatifs de l'engagement politique. Les incitations sélectives, les rétributions symboliques et la structure des opportunités politiques. Vous voyez, avec cet élément, on a rapatrié nos mécanismes dans les différentes parties. Et voilà. Non, le vieux qui joue jeune, impossible. Donc à partir de ce moment-là, je pense que le mieux c'est d'arrêter la vidéo et de se mettre au boulot. Allez, c'est parti, courage le jeune.